Alors que les tensions explosent au Moyen-Orient, une question inquiète les chancelleries du monde entier. La Russie se prépare-t-elle à accueillir des responsables iraniens si la situation dégénère ? Lors d'une conférence de presse tendue, une journaliste du réseau international indien interroge. Les autorités russes ont-elles proposé de faciliter l'évacuation de responsables du gouvernement iranien vers la Russie ? Et si oui, sont-elles prêtes à les accueillir en cas d'escalade ? Réponse du diplomate russe. Je ne peux ni confirmer ni infirmer cette information, c'est la première fois que j'en entends parler. Mais ce n'est que le début. Un autre journaliste relance aussitôt. Vladimir Poutine a-t-il menti en affirmant à Donald Trump ce week-end qu'il était prêt pour des pourparlers de paix ? Le diplomate rétorque calmement. Nous n'avons jamais dit que nous n'étions pas prêts pour des négociations de paix. La dernière série de discussions a eu lieu à Istanbul le 2 juin et, à en croire les deux parties, un nouveau round devait avoir lieu fin juin. Mais entre-temps, la réalité a rattrapé les agendas diplomatiques. La nuit dernière, une attaque de 9 heures a secoué la région. Des dizaines de morts, des dizaines. Le ton monte. Le diplomate russe martèle « Nous ne ciblons pas les civils. Ce sont les infrastructures militaires et stratégiques ukrainiennes que nous visons. » Contrairement aux Ukrainiens qui, eux, ne visent rien avec précision. Un nouveau sujet brûlant s'impose, l'Iran et Israël. Un journaliste revient sur un tweet explosif de Donald Trump. La nuit dernière, le président américain a déclaré que tous les Iraniens devraient évacuer. Ce message a-t-il été coordonné avec la Russie ? La réponse du représentant russe est sans détour. Non, il a fait cette déclaration sans nous consulter. Autre question. La Russie est-elle informée de possibles réunions de haut niveau entre responsables iraniens et américains ? Le diplomate précise, un nouveau round de discussion était prévu pour le 15 juin, mais il a été précédé par une attaque israélienne contre des sites nucléaires iraniens. Cela a déclenché une escalade des hostilités qui menace désormais de dégénérer en guerre totale. Selon lui, l'Iran n'est tout simplement pas en position de négocier dans un tel contexte. Mais il ajoute, le président Trump a indiqué aujourd'hui qu'il allait charger le vice-président Vance ainsi que son émissaire Steve Witkoff de prendre contact avec les Iraniens afin de relancer le processus diplomatique. Mais le temps presse et la situation pourrait basculer d'un instant à l'autre. Alors que l'escalade militaire entre Israël et l'Iran atteint un point critique, une question cruciale surgit. Les offres de médiation de la Russie et de la Turquie ont-elles la moindre chance d'aboutir dans les 24 à 48 heures à venir ? Le représentant russe confirme que ces offres ont bien été formulées par les présidents Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan. Mais il se montre pessimiste. Je ne perçois aucun appétit pour la médiation, du moins du côté israélien, ni dans les 24 prochaines heures, ni dans les 48. Il s'inquiète surtout de l'imprévisibilité de la situation. Ces hostilités doivent cesser. Nous parlons ici de sites nucléaires menacés, de frappes balistiques continues et de lourdes pertes humaines des deux côtés. Le spectre d'une catastrophe plane au-dessus de la région. Interrogé plus précisément sur les intentions de l'Iran, le diplomate russe clarifie « Je pense que l'Iran serait prêt à reprendre les discussions interrompues par les attaques israéliennes, notamment sur son programme nucléaire. Mais une condition majeure s'impose. Pour que ces discussions reprennent, Israël doit d'abord arrêter ses frappes. » Une journaliste enchaîne « La Russie coordonne-t-elle ses efforts de médiation avec les États-Unis ?» La réponse fuse « Il y a bien eu une conversation entre le président Poutine et le président Trump récemment. Poutine lui a clairement dit que nous étions prêts à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faciliter les choses. Mais il nuance aussitôt « Nous n'avons à ce jour aucun effort de médiation concrètement déployé sur le terrain. » Le conflit israélo-iranien fait planer une menace que beaucoup redoutent, celle d'une guerre nucléaire. Le diplomate russe est interrogé sur ce point. La Russie entretient de bonnes relations avec l'Iran, mais aussi des relations raisonnables avec les États-Unis, et de bonnes relations également avec Israël. Alors, jusqu'où cette crise peut-elle aller ? Sa réponse est directe. Le prétexte de ces frappes repose sur un supposé programme nucléaire militaire iranien. Or, personne, pas même l'AIEA, n'a pu confirmer l'existence d'un tel programme. Il reconnaît cependant l'existence de quelques points en suspens entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique, mais il insiste, ils sont mineurs. L'AIEA ne peut pas attester que l'Iran développe une bombe. Ce dialogue, selon lui, devait se poursuivre, jusqu'à ce qu'il soit brutalement interrompu par les attaques. Et surtout, il prévient, il existe un risque réel, au minimum, de fuite radioactive. Les Israéliens bombardent des installations nucléaires. Natanz a été visé, Fordow est menacé et nous construisons une centrale nucléaire à Bushehr pour les Iraniens.
Sa conclusion est glaçante. Le risque de retombée nucléaire est bien réel. Quant au risque de guerre nucléaire, Dieu nous en préserve. Mais la violence des échanges conventionnels est telle qu'elle pourrait embraser tout le Moyen-Orient. Et si les États-Unis s'impliquaient plus activement, quelle serait alors l'ampleur du désastre ? Le diplomate russe est clair. Les États-Unis soutiennent déjà Israël. Ils lui fournissent des armes, un appui politique. Mais il comprend que la question porte sur une éventuelle implication militaire directe de Washington. Sa réponse ? J'espère que non. J'espère que cela n'arrivera pas. Le président Trump a lui-même conditionné l'absence d'intervention américaine à une règle simple, que l'Iran ne s'en prenne pas aux installations militaires américaines. Un avertissement implicite, mais une ligne rouge bien définie. Il conclut sobrement « Nous avons déjà assez de confrontations comme ça ». Dernière question, posée cette fois par une journaliste iranienne de l'agence de presse de la République islamique. La Russie compte-t-elle prendre des mesures concrètes pour arrêter les frappes israéliennes contre l'Iran ? Le diplomate demande des précisions. Que voulez-vous dire par mesures concrètes ? Parler à Trump ? À Netanyahou ? Il répond ensuite « Oui, le président Poutine parle à tout le monde. Mais nous faisons déjà tout ce que nous pouvons dans cette situation. Pour que deux parties dialoguent, encore faut-il qu'elles acceptent de danser à deux. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et sur le plan diplomatique, aucune avancée réelle au Conseil de sécurité. Il rappelle que, vendredi dernier, à la demande de l'Iran et avec le soutien d'autres membres, la Russie a convoqué une réunion. Mais malgré des consultations intensives, le Conseil n'est parvenu à aucun accord. Il lâche, finalement, « Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi ». Le ton se durcit davantage. Cette fois, la Russie dénonce frontalement le double standard de certains membres du Conseil de sécurité. Le diplomate prend la parole pour évoquer une série d'attentats récents survenus en Russie. Nous sommes réunis aujourd'hui à cause de faits regrettables qui se sont produits dans les régions de Briansk, Koursk et Voronej les 30 et 1 mai, 1er juin et 5 juin. Des trains de passagers ont été pris pour cible. Bilan, 7 civils tués, plus de 100 blessés. La Russie a proposé un projet de résolution pour condamner ces actes terroristes, mais selon ses représentants, certains pays membres ont refusé de coopérer. Ils s'insurgent. Notre texte ne faisait que reprendre le langage habituel du Conseil de sécurité, fondé sur le droit international, la Charte des Nations Unies et la Convention de 1999 sur le financement du terrorisme. Le but était simple, réaffirmer que le terrorisme est un crime, quel que soit son prétexte. Et pourtant, le Conseil n'a rien voté. Le représentant russe ne mâche pas ses mots. Dès le départ, certains pays ont choisi de politiser la discussion. Selon lui, ils ont voulu relier artificiellement ces attentats ferroviaires au conflit russo-ukrainien, comme si cela pouvait justifier de telles attaques. Il dénonce une dérive dangereuse. Justifier un acte terroriste, c'est ouvrir une brèche. C'est une pente glissante qui peut, tôt ou tard, amener le terrorisme jusque chez soi. Il va plus loin encore. Lorsqu'il s'agit d'autres attentats ailleurs dans le monde, ces mêmes délégations n'hésitent pas à nommer les coupables. Mais lorsqu'il s'agit de la Russie, silence. Face à l'impasse, la délégation russe a proposé une solution minimale, une simple déclaration de presse, un texte standard, identique à ceux publiés pour d'autres actes terroristes dans le monde. Mais même cela a été rejeté. Le diplomate russe s'indigne d'un blocage qu'il qualifie d'inacceptable. Même une simple expression de condamnation, un message de solidarité avec les victimes, une réaffirmation des principes de lutte contre le terrorisme, tout cela a été refusé. Pire encore, certains sont allés jusqu'à remettre en question la nature même de l'attaque. Ils ont osé suggérer que le bombardement d'un train de passagers pourrait être une cible militaire légitime dans le cadre d'un conflit armé. La voix du diplomate se fait plus grave. Une telle approche n'est pas seulement infondée, elle est inhumaine, cynique et juridiquement inacceptable. Il insiste. Ces attaques visaient clairement des civils, avec l'objectif de semer la terreur. Les qualifier autrement serait un mensonge dangereux. Le représentant russe dénonce un traitement sélectif du terrorisme qui, selon lui, mine la coopération au sein du Conseil de sécurité. Il rappelle que la position de la Russie est constante. Nous avons toujours prôné une approche de principe, dépolitisée, dans la lutte contre le terrorisme. Nous attendions la même chose des autres. Mais cette fois, ce principe n'a pas été respecté, dit-il, pour une seule raison. Les victimes étaient russes. Et ce n'est pas tout. Il évoque un autre sujet sur lequel certains membres du Conseil refusent, là encore, d'avancer. La réunification des enfants ukrainiens avec leurs familles. La Russie avait proposé une déclaration présidentielle saluant le dialogue entre Moscou et Kiev, amorcé à Istanbul le 2 juin, concernant 339 enfants ukrainiens ayant perdu le contact avec leurs proches.
À Istanbul, les représentants ukrainiens ont remis à la délégation russe une liste de 339 enfants à identifier. La Russie proposait que le Conseil de sécurité salue cette avancée et encourage la coopération entre les deux parties dans le cadre du processus de paix. Mais là encore, blocage. Le diplomate russe déplore. Certains membres du Conseil, qui pendant des années ont accusé la Russie d'avoir enlevé des dizaines de milliers d'enfants ukrainiens, refusent aujourd'hui de reconnaître la réalité. Il va plus loin. Ces États, engagés dans une campagne de désinformation orchestrée depuis le début de l'opération militaire spéciale, trouvent cette évolution diplomatique trop gênante. Plutôt que d'encourager une coopération constructive, certains ont voulu conditionner l'adoption du texte à l'inclusion de clauses politiquement motivées. Le représentant russe martèle : la vérité, c'est que la Fédération de Russie n'a jamais procédé à des déportations illégales d'enfants ukrainiens. Il affirme que ces enfants ont été évacués depuis les zones de combat pour leur propre sécurité. Certains avaient perdu tout contact avec leurs proches. La Russie, dit-il, travaille activement à rétablir ses liens familiaux. Il insiste : nous parlons ici de 339 noms, pas de dizaines de milliers comme certains le prétendent sans preuve. Aujourd'hui, cette liste est en cours d'examen minutieux par les autorités russes compétentes, dans l'objectif de réunifier ces enfants avec leurs familles, dès que possible. Le diplomate conclut avec amertume : nous regrettons profondément que le Conseil de sécurité ait manqué cette occasion d'agir de manière significative en faveur de la résolution de la crise ukrainienne. Une journaliste prend alors la parole une dernière fois. Elle évoque le chiffre de 20 000 enfants évoqué par la Cour pénale internationale dans sa plainte contre des responsables russes. Pourquoi un tel écart avec les 339 noms aujourd'hui confirmés ? Le diplomate répond sans détour : cette contradiction est troublante. Il rappelle que les accusations des Occidentaux comme de Kiev font état de chiffres massifs, mais quand il s'agit de preuves concrètes, seulement 339 noms sont remis à la Russie pour vérification. Et il précise : si ces enfants ont des proches identifiés et qu'ils souhaitent les rejoindre, nous faisons en sorte que cela se réalise. D'autres sont orphelins ou sans famille connue. Et il conclut avec gravité : ces enfants n'ont pas été enlevés. Ils ont été mis à l'abri et parfois, cela s'est fait au péril de la vie des soldats chargés de les évacuer. La Russie, dit-il, poursuivra ses efforts malgré tout.